Je voulais juste spécifier, Jessica Desclos est chercheure postdoctorante dans le cadre d'un autre accord de coopération scientifique du musée du Louvre avec Sorbonne Université et qui est accueillie au centre Vivant de Nom. C'est à toi, Jessica. Merci. Donc, bonjour à tous. Je vous remercie d'être venus jusqu'à nous pour nous écouter. Et mes premières pensées iront à Monsieur Compagnon, que je remercie de l'honneur immense de m'avoir confié l'organisation de cette journée. Et mes premières paroles seront de lui. Il me prie de s'excuser auprès de vous de son absence due à un impératif médical. Vraiment, il ne pouvait pas faire autrement, même si je ne peux pas vous inquiéter, il n'y a rien de grave, mais il ne pouvait pas remettre cet examen important. Il se réjouissait beaucoup de ce programme qu'il avait enthousiasmé et de rencontrer aussi les participants, tous grands spécialistes qui avaient répondu si gentiment à mon appel et qui avaient accepté ainsi de s'intégrer à son programme de recherche. Donc c'est avec un grand regret qu'il n'est pas là, mais je sais qu'il écoutera nos conférences dès qu'elles seront en ligne ou qu'il les lira, et cela donnera peut-être lieu à un échange différé. L'idée de consacrer une journée au rapport entre le Collège de France et le musée du Louvre est née de la présentation que M. Compagnon avait faite lors de la leçon inaugurale de Bénédicte Savoie le 30 mars 2017. Donc à quelques jours près, nous fêtons cet anniversaire. C'est peut-être même une journée d'études, anniversaire caché. Et je vous remercie, chère Bénédicte Savoie, d'être là et d'avoir trouvé le temps d'être là parmi nous. Dans sa présentation, M. Compagnon esquissa une histoire des chaires du Collège de France, et je vous mets un tableau pour que nous puissions tous rentrer plus facilement dans le sujet. Une histoire des chaires, d'esthétique et d'histoire de l'art, de sa création en 1878 à nos jours, passant en revue les principaux titulaires. Donc tout d'abord Charles Blanc, Georges Lafenestre, André Michel, Gabriel Millet, Henri Faucillon, avec à ses côtés à un moment Paul Léon, révoqué par Vichy, ce qui entraîna une coupure durant la Seconde Guerre mondiale jusqu'en 1951, jusqu'à René Huyghe, suivi d'André Chastel et de Jacques Thuillier, puis de vous, Monsieur Roland Recht. Il concluait ce parcours en soulignant l'alternance des conservateurs et des professeurs. Si on s'arrête à l'année 1976, ce qui nous laisse à peu près une période d'études d'un siècle, donc si on va jusqu'à la fin de la chaire de René Huyghe, il y eut en effet 4 conservateurs sur 8 titulaires au Collège de France, auxquels on peut ajouter 2 suppléants, Georges Lafenestre, qui fait déjà partie en fait de ces 4 que j'ai comptés, et Paul Vitry, qui a suppléé André Michel. L'enseignement au Collège de France a donc été assuré pendant à peu près 65 années, sur un siècle d'existence, selon cette chronologie, par des conservateurs ou des anciens conservateurs de musées, avec une alternance marquée entre la peinture et la sculpture. Le tropisme du Collège de France vers le musée se fit surtout en direction de celui du Louvre, à un moment important où l'histoire de l'art se constituait en discipline. Lafenestre, je vous le rappelle, a été conservateur adjoint puis en chef du département des peintures et des dessins de 1888 à 1905. André Michel et Paul Vitry, conservateurs adjoints et ou en chef au département de sculpture du Moyen-Âge, de la Renaissance et des temps modernes. Et si on les prend ensemble, on va de 1893 à 1940. René Huyghe, conservateur en chef du département des peintures et des dessins de 1936 à 1960. En plus du Louvre, la carte s'élargit à quelques musées de province. Le musée Condé de Chantilly, où Lafenestre est nommé en 1909, alors qu'il est professeur ici. Le musée des Beaux-Arts de Lyon pour Faucillon.
Puis, si on allait plus loin, on parlerait peut-être de Strasbourg. Il existe donc un lien fort entre la chaire du collège et le musée, entre le professeur et le conservateur. Avant les chaires d'esthétique et d'histoire de l'art, ce lien existait dans les chaires d'archéologie du collège, qui mériteraient une étude en soi. L'histoire est bien connue. Champollion crée le département des antiquités égyptiennes au Louvre en 1826, symbolisant ainsi une nouvelle branche du savoir. Puis il est nommé professeur à la chaire d'archéologie, et c'est intéressant, la chaire s'appelle archéologie et pas encore égyptologie, créée pour lui au Collège de France, où il fait un passage éclair en 1831 et 1832. D'autres suivront son parcours, Emmanuel de Rouget, Georges Bénédite, Drioton. L'objectif de la journée est donc d'appréhender la manière dont la discipline de l'histoire de l'art s'est constituée au Collège de France en nouant un lien privilégié avec le musée, plus particulièrement avec le musée du Louvre. En élisant plusieurs conservateurs du Louvre à ses chaires, le Collège de France occupe-t-il une place à part dans la cartographie des lieux d'enseignement de l'esthétisme et de l'histoire de l'art? Quelles logiques sont à l'œuvre dans le recrutement des conservateurs? Qu'apporte ce profil à la formation et à l'évolution de la discipline? Enfin, comment la nouvelle discipline au Collège de France se pense-t-elle avec ou contre les autres disciplines, en particulier la littérature, la philosophie, l'histoire, la psychologie? Pour reformuler la problématique de manière plus légère et avec un humour douteux, je partirai d'une affiche publicitaire qui a beaucoup circulé sur les réseaux des musées et des historiens de l'art, et je pense que vous l'avez toutes vue, cette publicité Fleury-Michon. Si par un jeu de mots que je qualifierais de très mauvais goût, et on pourrait faire, je pense, une thèse sur publicité alimentaire et humour de mauvais goût, je pense qu'on a quelque chose. Donc si par un jeu de mots, le conservateur passe du hachis parmentier au musée, c'est la seule chose que j'ai compris de cette pub, ira-t-il jusqu'au Collège de France? Donc la suite du feuilleton publicitaire nous le dira peut-être, parce qu'ils ont été très productifs sur ce sujet. Donc vous l'aurez compris, la journée d'études est une manière d'interroger la question plus large du rapport entre la naissance de l'histoire de l'art et celle des musées. En mars 1904, Émile Michel écrivait dans la Revue des Deux Mondes, et je cite un extrait que vous pouvez voir à l'écran, « Parmi toutes les ressources d'études offertes à la critique d'art, les musées constituent pour elle le champ d'observation le plus intéressant et le plus riche. Or, ces musées sont de création relativement récente, et c'est là une des causes les plus certaines des longs retards qu'a subi l'élaboration de l'histoire de l'art. Les plus anciens datent à peine du commencement du siècle dernier. Avec des lacunes et des inégalités auxquelles ils s'efforcent de parer par leur acquisition actuelle, tous les grands musées possèdent des œuvres de toutes les écoles et des maîtres les plus en vue. Ils visent à l'universalité, et je pensais à votre cours récent sur l'universalisme, vous cherchiez des occurrences, et s'appliquent à montrer sur leur paroi comme un résumé de l'histoire générale de la peinture. Les musées sont les vraies bibliothèques des critiques. Nous pouvons lire également de belles réflexions sur cette articulation entre la naissance de l'histoire de l'art et celle des musées dans l'entretien que M. Roland Recht vous avez donné à Claire Barbillon et qui a été publié sous le titre « À quoi sert l'histoire de l'art ?» Lorsque Théophile Sylvestre écrit à Napoléon en 1861 pour lui demander de créer une chaire d'histoire de l'art moderne au Collège de France, et l'a créée pour lui, c'est ce qui est toujours un petit peu amusant dans ce genre de lettres, il invoque tout de suite le musée comme argument. Je cite un extrait, mais je sais que Madame Barbillon en parlera beaucoup mieux que moi de ce document. « Les peintures et les sculptures abondent dans nos musées, nos monuments et nos expositions publiques.
en sollicitant votre Majesté la création d'une chaire d'histoire de l'art moderne au Collège de France, je n'ai certes pas le désir d'inciter les artistes à une production déréglée, etc. 2 ans avant la chaire de Viollet-le-Duc à l'École des Beaux-Arts, 17 ans avant la création de celle de Blanc, l'idée d'une chaire au collège mûrissait dans le contexte des grands travaux du musée du Louvre, de l'essor des collections, des grandes expositions universelles. Plusieurs travaux ont déjà porté sur cette question de l'histoire de l'enseignement, de l'histoire de l'art, et j'en retiendrai un seul, le plus proche de notre sujet, de notre travail, par rapport auquel il faut situer notre réflexion. Le livre important de Lynn Terrien, issu de sa thèse « L'histoire de l'art en France, jeunesse d'une discipline universitaire », et j'aurais beaucoup aimé qu'elle soit parmi nous, mais c'est une chercheuse, je crois, dont on a perdu la trace à ce que l'on m'a dit. Donc, ce travail comporte un chapitre sur chaque établissement, donc un chapitre sur le Collège de France, abordé ainsi de façon autonome. Par rapport à ce travail, il faut, me semble-t-il, insuffler une dynamique en mettant en valeur des phénomènes de modèles et de contre-modèles, les circulations de professeurs, élus mais aussi perdants, des transferts de méthodes et d'idées, et d'aller plus en avant dans la chronologie. Son étude s'arrête en 1914. Il me semble aussi que la chercheuse n'a pas exploité tous les documents d'archives, notamment ces documents qu'affectionne particulièrement le programme Passage des disciplines. Les rapports de maintien de chaire, les lettres de candidature, les notes de présentation des différents candidats à une chaire, les notes manuscrits de cours. Ces documents permettent d'inscrire les perdants dans l'histoire, de rendre compte des hésitations, des moments où la discipline est remise en question, redéfinie au sein du collège, en lien avec l'émergence de d'autres établissements. Donc avant de céder la parole aux intervenants, j'aimerais vous décrire un petit peu comment va s'organiser le programme que vous avez sous les yeux. Donc le matin sera consacré aux dynamiques géographiques d'une nouvelle discipline. Et les 2 premières interventions analyseront la manière dont le Collège de France hésite à ses débuts entre 2 modèles. L'École des Beaux-Arts, dont il s'inspire pour l'intitulé de sa chaire, Esthétique et Histoire de l'art, nom de la chaire de Taine. Et François-René Martin montrera que plusieurs candidats arrivés en seconde ligne au Collège de France sont ensuite élus à l'École des Beaux-Arts. Le 2e modèle, l'École du Louvre, créée en 1882, 4 ans donc après la chaire créée pour Blanc au Collège de France. Donc, l'École du Louvre, dont les professeurs, conservateurs au musée du Louvre, mettent en place une nouvelle approche scientifique fondée sur l'étude des collections et deviendront pour plusieurs professeurs ou suppléants au Collège de France. Et Philippe Duret, qui est en train de finir un ouvrage sur l'École du Louvre, ouvrage qu'on a hâte de lire, et je crois qu'il circule déjà sous le manteau sous forme manuscrit de plusieurs. Donc Philippe Duret retracera le lien entre la collection et l'enseignement, le portrait du conservateur-professeur. Après une pause café, et c'est toujours rassurant de savoir qu'il y en aura bien une, Émilie Oléron-Evans analysera les discours que le Collège de France tient sur la discipline dans les rapports de chaire, en tenant compte notamment de la question du rapport au musée, aux autres établissements français et étrangers, notamment l'Allemagne, et aux autres disciplines. Et je suis sûre qu'elle a eu plein d'autres bonnes idées. L'après-midi portera sur les différents conservateurs du Louvre, élus au Collège de France, à partir de l'étude des dossiers conservés dans les différentes institutions. Collège de France, Archives nationales, BCMN, c'est-à-dire la Bibliothèque centrale des musées nationaux. Vous savez qu'il a déménagé en partie à l'INEHA, et grâce à ce déménagement, moi je suis bien contente, le centre Vivant Denon a été créé, et du coup, grâce à ce centre, il y a des post-docs qui sont là. Donc j'ai mon bureau là où il y avait des archives que l'on va étudier aujourd'hui.
Donc Claire Barbillon remontera néanmoins au début de la chaire, Blanc et Guillaume, pour mettre en valeur le changement de modèle opéré par l'arrivée de la fenestre. Je m'intéresserai ensuite à la fenestre, plus particulièrement à la période où il cumule les postes de conservateur au Louvre, professeur à l'école du Louvre et suppléant au Collège de France, pour analyser des phénomènes de transfert de méthodes et de répartition des savoirs entre les établissements. Victor Claes parlera pour l'essentiel de la chaire de l'histoire de l'art français, occupée par André Michel et Paul Vitry. Marie Tchernia Blanchard se concentrera sur René Huyghe, titulaire de la chaire, renommée pour lui Psychologie de l'art. Et M. Recht nous fait l'immense honneur et plaisir de conclure la journée. Et cette journée n'aurait pas eu de sens sans lui. Vous savez combien il a fait pour cette histoire de l'histoire de l'art dans ses murs. Avant de céder la parole aux premiers orateurs, j'aimerais remercier chaleureusement Céline Surprenant de sa grande aide, de son enthousiasme constant, mais aussi tous ceux qui m'ont aidé à mûrir la journée, à commencer par Madame Mardrus au Centre Vivant de Nons. Et il est évident que je n'aurais jamais pu penser cette journée si je n'avais pas été postdoctorante au Louvre. Je remercie aussi les intervenants avec lesquels j'ai beaucoup échangé avant de vous présenter aujourd'hui cette journée. Et puis j'ai une pensée particulière pour les archivistes qui ont toujours répondu à mes questions et dans les meilleurs délais. Je vous rappelle que le temps de parole est de 35 minutes, suivi d'un échange de 10 minutes. Les présidents de séance devront être fermes, et ils devront être fermes, je le dirai pour mettre à l'aise tout le monde, particulièrement avec moi, qui ne tient pas mon temps en m'entraînant chez moi. Donc voilà.